Salut à tous. Quelques avis politiques lors du 4e sommet de la diaspora haïtienne de France. Ce sommet témoigne par ailleurs une marque d'intérêt qu'en dépit de nos différences nationales, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation haïtienne. La diaspora porte Haïti dans son cœur, comme je viens de le rappeler. Tout ce que nous souhaitons, c'est le bonheur d'Haïti, le bien-être de la population haïtienne, le rêve, disons notre rêve de voir un jour, et disons que la population haïtienne vive en paix, en sécurité et dans la joie. C'est l'envie aussi de voir les filles et les fils d'Haïti puissent un jour vivre dans la dignité, naître dans la dignité, vivre dans la dignité et mourir dans la dignité. Car à l'instar de Victor Hugo, qui disait un jour, « Je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut détruire la souffrance, parce que la souffrance, c'est une loi divine. Mais je suis ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Il a dit bien détruire, ce n'est ni diminuer, ni amoindrir, ni limiter ou circonscrire, mais détruire. Je l'ai dit haut et fort, je pense et je crois, je l'affirme, la communauté de la diaspora haïtienne peut participer à la destruction de la misère en Haïti. Fidèle au thème de ce 4e sommet, que les actes de ce sommet puissent rappeler à nos compatriotes que la liberté est un variable de la démocratie et derrière l'exercice d'un droit et d'une liberté se cache toujours un devoir et une limite, et que cette limite n'est pas du tout une violation à l'exercice de ce droit et de cette liberté, mais au contraire, l'intersection du pacte social auquel on est lié, symbolisant par le vivre ensemble, la reconnaissance de l'existence de l'autre, la renonciation à toute velléité de prédation, mais à une société où chacun a sa place afin de construire son avenir social, économique et politique. Fort de tout cela, nous vous souhaitons bienvenue, mesdames, messieurs, bienvenue au 4e sommet de la diaspora haïtienne en Europe. Salut à tous. Mon instinct de curiosité m'a obligé à me rendre au 4e sommet de la diaspora. Avec 4 heures de retard, le fondateur de l'organisation, M. Edwin Daïti, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue et aussi il a fait un discours très politique pendant que les invités, ces personnalités, mangeaient. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir M. Edwin Daïti, vice-président. Il a fait un discours à l'échelle internationale comme s'il voulait faire passer un message aux États américains et aux Français. Mes chers collègues et collaborateurs de COSDE, mes chers et distingués invités, mes chers amis et camarades de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mes chers compatriotes d'Haïti et de la diaspora, mesdames, messieurs, ce grand jour du 19 novembre 2021, qui n'est pas comme les autres, qui succède au 18 novembre 2021 et qui nous rappelle celui du 18 novembre 1803, marque pour nous, Haïtiennes, Haïtiens, et tous les nouveaux libres, l'illustre, l'immense bataille de Vertières et la victoire finale
contre tout un système exclusif et esclavagiste, et contre toute forme de services inhumains dans toute l'île d'Haïti. Cette glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803 est pour Haïti et pour les peuples opprimés la fin d'une longue et sanglante période de guerre, de libération. Après avoir écrasé triomphalement l'armée française que Bonaparte avait envoyée à Saint-Domingue pour rétablir l'esclavage. Ainsi, mes chers compatriotes et amis, je vous rappelle tout cela parce qu'Haïti devenait le premier État politique noir, libre et indépendant des temps modernes. Oui, j'ai bien dit, le premier État politique noir, libre et indépendant des temps modernes. La bataille de Vertières était une date glorieuse, mémorable et sacrée dans notre histoire de premier peuple noir libre, souverain et indépendant, avant les périodes de 19 Haïti, et les plus faibles surtout. En ce 19 novembre 2021, où je procède à l'ouverture du 4e sommet de la diaspora haïtienne en Europe, en cette enceinte, le pays a besoin de paix, le pays a besoin de sérénité, le pays a besoin de sa diaspora, le pays a besoin de dialogue pour reprendre son cap, pour enfin retrouver la confiance de la grande nation haïtienne qu'il était pour s'ouvrir sur le monde et apporter sa lumière sur les territoires dispersés et divisés. En ce 218e de commémoration d'un trophée gagné, mais mal géré et mal sauvegardé, je lance ce vibrant appel de détresse à la nation haïtienne tout entière pour arrêter ce carnage infernal quotidien, pour sonner le glas de la révolte pour une grande conférence pour le grand débat national et souverain, ce qui traduira le taux de départ d'une nouvelle ère haïtienne avec une nouvelle constitution, une jeunesse en action, une nouvelle conscience, une nouvelle équipe dirigeante, un nouveau système politique, un nouveau modèle économique et la création de l'identité haïtienne. Quoi qu'il arrive, si face à notre calamité et notre conjoncture politique grave et dangereuse, si face à cette circonstance de coup d'État orchestré par des vendus, des traites et des collabos connus de tous, si la majorité silencieuse et citoyenne ne se soulève pas, non pour incendier les rues, les maisons, les business, les marchés, et de faire des barrières et des barricades son avenir, etc., mais contre cette injustice et ce grand crime de trahison au bénéfice des madris du pays qui n'ont rien à cirer d'Haïti, de sa jeunesse, de sa politique agraire, de son éducation, de sa diaspora, de ses paysans, de ses habitants, de la classe moyenne, de son avancement et de son épanouissement. Mes chers amis et compatriotes, gardez espoir. Oui, gardez espoir. Et sachez que la flamme de l'existence qui protège le fondement et la résistance même de la nation haïtienne va s'illuminer et briller comme le soleil de midi pour définitivement chasser à tout jamais toutes les mauvaises herbes qui empêchent son épanouissement et son éclosion. Dans cette impasse chaotique, il faut un sursaut patriotique de chacune des communautés des Haïtiens vivant en Haïti et à l'étranger, afin de prioriser les intérêts premiers de la nation haïtienne et surtout des intérêts personnels, mesquins et claniques. Il faut éviter tout cela. Vous avez voulu jouer au plus intelligent opposant, opposition, diaspora et pouvoir aujourd'hui. Voilà le résultat. Ce sont Haïti et les plus vulnérables, les grands perdants dans cette farce et qui en feront les grands frais. Sachez que rien n'est perdu pour Haïti. Les mêmes moyens qui nous ont permis de vaincre nos ennemis, qui nous ont asservis durant des siècles, encore en ce 21e siècle, vont refaire surface et font venir la victoire finale un jour ou l'autre
dans nos rangs et dans nos camps. Il suffit juste de croire et de travailler ensemble dans le dialogue et dans l'initiative commune. Il suffit tout simplement d'avoir de la volonté, de la solidarité, de l'engagement et de la conscience. Haïti n'est pas seule. Elle n'a jamais été seule. Oui, elle ne sera jamais seule. Elle a un vaste passé glorieux derrière elle. Cependant, elle reste et demeure malgré tout le berceau et la mère de la vraie démocratie et de la vraie liberté. Cette guerre, nous allons la gagner car elle n'est pas limitée au territoire de notre merveilleux pays. Cette guerre n'est pas non plus tranchée par une autre bataille de vestiaire. Cette guerre, elle est physique, psychique, psychologique et philosophique. Cette guerre aujourd'hui, c'est nous les ennemis d'hier, avec nos démons, nos avarices, nos défauts et surtout nos moi haïssables. Cette guerre, une fois achevée, ce sera la fin et l'accomplissement de la bataille de Vertières. Pour un pacte d'entente globale entre tous les Haïtiens, sur ce, je déclare ouvert le 4e sommet de la diaspora haïtienne d'Europe. Patriotiquement. Merci. Il a fait un discours à l'échelle internationale comme s'il voulait dire, il voulait faire passer un message aux États américains et aux Français. Après le discours, le débat me semble ouvert pour cette première phase du sommet. Deux vraies questions à se poser. La première question à se poser, est-ce que Haïti, actuellement, de par sa culture, de par son peuple, l'Haïti actuel, les Haïtiens sont prêts pour la démocratie comme nous le connaissons et nous le vivons en France? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Vous comprenez? C'est une vraie question. Hein? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Il faut poser les questions. Oui, c'est un vrai débat. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, je me suis excusé au début pour vous dire, moi j'ai un regard de chef d'entreprise, un regard froid, pas émotionnel, froid. Parce que malheureusement dans une entreprise, pas plus tard que cette semaine, moi j'ai pris une décision avec des associés, je leur dis, sur tel projet c'est plus viable, on ne peut pas continuer. On n'est pas là pour faire de l'émotion. Que les électeurs le comprennent, que les élus aussi le comprennent. Les élus ne sont pas là pour, venir piller toutes les richesses du pays en bafouant les droits des citoyens. Dans la démocratie, il y a le respect des citoyens, le respect de l'autre, il y a la liberté d'expression. Par exemple, ce qu'on avait perdu pendant 32 ans d'ailleurs. Donc, il faut qu'on puisse retrouver tout ça. On a vu même encore récemment des Haïtiens sortir dans la rue pour manifester. Ils ont reçu des balles à leur front. Donc, il faut poser un diagnostic, au fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez un enfant, souvent j'ai des amis parents qui me disent « Oui, mon enfant est malade, ou il a de mauvaises notes à l'école, ou il fugue à l'école. » Mais à un moment, il faut vous asseoir. Pourquoi l'enfant ne veut pas aller à l'école? C'est ça. Faut prendre le problème par la racine. Oui. Juste avant les questions, j'ai constaté du lourd, du beau monde lors de ce 4e sommet qui est une réussite. J'ai pu constater que c'était la crème de la diaspora haïtienne de France qui mangeait ensemble dans une parfaite harmonie. J'ai aussi constaté que cette communauté est plus structurée que certaines instances en Haïti. J'ai quand même pu interviewer quelques personnalités responsables d'un point de vue sur beaucoup de choses, sur Haïti, le développement d'Haïti, de cette communauté. Écoutez-les. Bon, alors, le 4e sommet, je ne sais pas si je peux dire ce que ça représente pour moi. Par contre, le sommet en général représente quelque chose pour moi. Le sommet de la diaspora haïtienne d'Europe,
c'est quelque chose qui doit interpeller tout le monde. Je pense que pas que moi, mais ça intéresse déjà tout, ça devrait intéresser, en tout cas ça concerne tous les Haïtiens. Donc pour moi, compte tenu de la conjoncture actuelle et de ce qu'on a vécu et qu'on est en train de vivre, ça prend tout son sens et toute son importance. Voilà. On a besoin que les gens s'expriment, que les gens disent ce qu'ils ressentent par rapport au pays, car nous sommes quelque peu déconnectés de notre pays, alors que nous sommes aussi toujours très attachés à cette terre natale. Et je tiens à préciser que c'est la première fois que j'y participe en tant qu'organisateur. Et on a voulu quand même que ce soit quelque chose de très festif au départ, comme il est souvent le cas quand on organise toute organisation. Donc on comptait beaucoup sur les gens pour faire la fête. On a eu des artistes quand même comme Amos Coulange, donc le duo Kessita et Amos Coulange, donc Métis Cacao. On a eu Bob Bovano, on a eu Grégoire Chéry. Donc c'était des gens qui ont voulu et qui ont mis le feu dans la salle. Et je pense que ça augurait déjà de bonnes choses pour aujourd'hui. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche matin. Je ne vous cache pas que cette communauté française de la diaspora haïtienne que je connais bien, c'est une communauté qui est souvent à l'église. On a prévu 10 heures, donc on pense qu'ils vont arriver au fur et à mesure. Parce que de toute façon, ils viennent après l'église. C'est toujours comme ça. Comment vous trouvez cette diaspora, qu'on veut dire, cette diaspora haïtienne en France? Bon, alors comment je trouve cette diaspora? En fait, on ne peut pas dire cette diaspora. Vous savez que le mot diaspora, c'est un mot qui peut regrouper pas mal de choses. Et j'ai un ami qui a écrit un livre sur la diaspora. Il a dit diaspora, enjeu et débat. Et il dit que c'est des diasporas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sensibilités différentes. Chaque membre de cette communauté d'expatriés n'a pas les mêmes soucis, n'a pas les mêmes problèmes, n'a pas les mêmes aspirations. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Donc du coup, je ne peux pas me faire une idée de la diaspora haïtienne de France, mais je peux dire que cette communauté d'expatriés haïtiens se trouve à divers niveaux, degrés, confrontés à des problèmes différents quand il s'agit du pays d'accueil. Mais pour ce qui est d'Haïti, cette diaspora est, je peux le dire, est vraiment un petit peu inquiète, préoccupée par ce qui se passe. Et si les Haïtiens qui sont en Haïti se sentent pris en otage, nous aussi, on est comme victimes aussi de ce qui se passe là-bas, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer dans leur pays alors qu'on arrive vers cette fin d'année. C'est la tradition de beaucoup d'Haïtiens de rentrer chez eux fêter avec les leurs. Voilà. Oui. Alors, vous savez que le thème de la réinstauration de la démocratie en Haïti a fait déjà débat au sein du comité. Donc, il y a des gens qui étaient pour l'instauration, mais on s'est rendu compte que finalement, le processus de démocratisation s'était bien amorcé depuis à partir de 1986 avec la Constitution, au point qu'on a eu en 1990 des élections libres et indépendantes en Haïti avec l'élection de Jean-Bertrand Aristide. Donc on voit bien que ce processus a été vraiment stoppé après, bon, pour X raisons que je refuse d'aborder ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est maintenant, c'est pour ça qu'on parle de réinstauration de la démocratie. Et après réinstauration de la démocratie, vous entendrez parler aussi de souveraineté. Bon, la souveraineté, il est évident, c'est un euphémisme de dire que notre souveraineté est bafouée aujourd'hui. Et puis, bon, après, il y a la Constitution, effectivement, ça fait débat. On se rappelle le débat qu'il y a eu sur la fin du mandat ou pas du président Jovenel Moïse qui a été assassiné. Bon, sans quoi, c'est une autre parenthèse. Et respect d'une nouvelle constitution. Bon, ce n'est pas la nouvelle constitution, mais une nouvelle constitution. Ça veut dire une constitution qui... Ils disent une nouvelle constitution, mais quand on dit une nouvelle constitution, ça peut pas dire pour autant qu'il faut faire table rase de ce qui a été fait. C'est une nouvelle constitution qui laisse surtout une place à la diaspora haïtienne. C'est pour ça qu'il faut la nouvelle.
quand on parle de... Ça peut être un amendement de la Constitution, mais un amendement qui tienne compte aussi, qui ne considère pas les Haïtiens exilés, expatriés, comme des vaches à lait qui, j'ai eu l'occasion de le dire, qui héritent que du passif en Haïti, mais qui laissent l'actif aux autres. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit amendement, je crois, en 2012, où les Haïtiens qui vivent à l'étranger ou qui étaient à l'étranger peuvent participer au niveau local, genre CASEC, municipal, mais les Haïtiens qui sont à l'étranger sont exclus à tout ce qui est Parlement, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il n'y a pas droit. Voilà. Donc cette nouvelle constitution dont on parle devrait faire aussi une place aux Haïtiens. Parce que nous, on a à l'étranger. Parce que nous Haïtiens vivant à l'étranger, nous faisons notre part du boulot. Vous verrez que les membres du COSDE, ce sont des acteurs associatifs qui investissent en Haïti, qui font des choses dans tous les domaines. Moi-même, je suis chargé de relations publiques d'une association qui s'appelle OCAD, Organisation des colonies d'Aquin pour le développement en Haïti. Et il y a aussi d'autres associations, les membres de la PAFA, toutes les associations qui font des choses. Dans la diaspora haïtienne, de France particulièrement, il y a beaucoup de gens qui s'investissent en Haïti. Socialement, économiquement, ils font des choses. Sauf que on veut que nous fassions, nous aussi, à nous, une place aussi dans la chose publique. C'est ce qu'on demande. Je comprends tout ça. C'est très difficile pour les Haïtiens et la diaspora, même en Amérique, de ne pas pouvoir participer. Surtout à l'organisation d'Haïti. J'ai eu l'occasion d'en parler une fois. Je dis que Haïti, c'est vraiment un pays particulier parce que c'est le seul, je ne connais pas d'autres, le seul pays où on peut avoir près de 35% de la population qui est expatriée. C'est ça qui fait la singularité de ce pays. Donc, qui fait qu'on ne peut pas se permettre de se passer de 35% d'une population. C'est ça la vérité. Parce qu'on est 4 millions, vous faites le ratio, on est 4 millions, d'après les dernières statistiques d'Haïtiens, à vivre à l'étranger. Et la population haïtienne se situe autour de 11 millions, 400 000 à peu près, allez 12 millions. En gros, ça fait à peu près 35%, 34%, 35%, même 36% en fonction. Voilà. Et je veux dire, de mémoire, j'ai eu l'occasion d'en parler, la plus grosse communauté expatriée du monde, c'est la communauté indienne, qui est la communauté indienne qui est de 30 millions à peu près. Mais les Indiens sont combien? 1,4 milliard au peuple qui met l'homme au centre des choses et de respecter cette constitution. C'est ça la démocratie en fin de compte. Maintenant, dire qu'on peut transposer la démocratie française en Haïti ou la démocratie américaine, c'est autre chose. Même au niveau de développement, on ne peut pas dire qu'on va faire le même type de développement qu'il y a en France pour le mettre en Haïti. Non, il faut toujours l'adapter aux exigences, aux spécificités du pays. Donc c'est ça qu'il faut. Haïti a ses spécificités, a son histoire, a sa façon d'être, a sa culture. Il faut que ce soit une démocratie adaptée à Haïti. Voilà. En hiver, là, et vous allez voir qu'il y a des gens quand même qui dorment sous les ponts, des choses comme ça. Et des gens qui n'ont pas tous les jours des choses à se mettre sous les dents dans un pays quand même industrialisé, dans un pays riche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'injustice sociale. C'est ça qui m'attriste. C'est pas me révolter parce que se révolter sous-entendrait qu'on peut faire quelque chose. Non, ça m'attriste et ça m'interpelle. Voilà. Le comportement des Haïtiens n'a aucun problème. Depuis que je suis en France, j'ai toujours entendu que nous, autres Haïtiens, on a une réputation de peuple simple, docile, gentil. Vous savez, je vais vous raconter cette anecdote. Je sais que quelqu'un m'a raconté que des policiers étaient venus interpeller un Haïtien. Et quand ils ont vu qu'ils voulaient lui passer la menotte, quand ils ont vu que c'était un Haïtien, ils disent « Ah, c'est pas la peine de mettre des menottes. » Ils ne sont pas violents. Vous voyez l'image qu'on a en tant que communauté haïtienne dans un pays d'accueil, alors que l'image qu'on envoie de chez nous,
c'est toujours l'image de la violence. C'est un vrai contraste. Pourquoi cette différence? Cette différence, vous voyez, là il y a une dimension sociologique, pour ne pas dire sociologisée, du problème haïtien. Parce que, en fin de compte, pourquoi les gens deviennent violents surtout? Les gens deviennent violents, c'est quand, finalement, il y a un vide de l'État à certains endroits. Vous voyez, dans les ghettos, il y a toujours cette tendance-là des ghettos qui sont quelque peu abandonnés à eux-mêmes. Et donc, il y a toujours des gens qui viennent en profiter pour apporter ce qui n'est pas apporté par l'État. Et ces gens-là ne sont pas toujours animés des meilleures intentions. Par contre, ils ont quelque chose derrière. Et malheureusement, ces gens-là qui viennent activer un petit peu, attiser même l'économie qu'on appelle l'économie souterraine, parfois c'est des gens aussi qui sont dans le monde de la violence. Donc, ils peuvent apporter que ça en plus. Voilà. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces gens qui vont venir débattre et qui vont venir participer, assister à ce 4e congrès? Le mot de la fin, c'est que les gens peuvent venir, ils sont libres pour poser des questions, pour participer, faire avancer le débat. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, nous, on prendra une résolution qui reflètera finalement les différentes approches dans les questions, dans les débats. Voilà. C'est que toute bagarre à travers le monde, pour que le bien fonctionne, il faut bien sûr de la volonté, mais il faut avant tout de l'argent. Le système de santé en Haïti, actuellement, c'est triste à dire, mais il représente, et ça depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a un pourcentage sur le budget national là qui n'a pas jamais dépassé 5%. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est grave. Et tant que nous n'avons pas ça, nous avons toujours choqué, nous avons regardé dans la télévision, nous avons regardé dans la radio, là que nous allons sur place, là que il y a une catastrophe naturelle, là que même en dehors de catastrophe naturelle, nous allons dans le centre de santé, nous allons dans l'hôpital universitaire pour que nous remarquions que le monde s'est attaqué à prendre soin, pour que nous remarquions que les médecins qui forment, ils ont besoin de paire de gants, mais ils n'ont pas de paire de gants. Et j'en passe là, je parti sur ça qui base là, ils ont paire de gants. Ça qu'on arrive. Et du coup, problème l'argent. Et ça qui parle d'une crise, ça c'est le 3e paragraphe, qui a crasé, journée aujourd'hui, notre système de santé, et qui parle du coup d'un impact plus tard sur la population et donc sur notre démocratie, du coup sur notre pays, c'est le fait que, comme pas des corps, eh bien, tout le monde qui forme, qui a un seul rêve, c'est quitter parce qu'ils estiment que la formation, il va pas de côté plus appliquer. Et ça, c'est dommage. En termes de chiffres, il y a 40% jeunes de coup, et malheureusement, on fait partie là-dedans. Malheureusement, le docteur Petit fait partie de tout. Et peut-être dans le domaine pas nous fait partie là-dedans. En tout cas, pour le secteur santé, il y a 40% de monde qui quitte le pays, qui a évolué en tant que médecin, infirmier, etc. Peu importe ça qui est dans le monde médical et paramédical là, qui a évolué à l'étranger, que ce soit aux États-Unis en premier plan, Canada en second, et puis le pays qui a venu, pour la France, et j'en passe. Ça, c'est la réalité actuelle de notre système de santé, ce qui est bien dommage. Maintenant, comment on est capable de remédier à ça pour pays, pour nous capable de sentir en bonne santé? Comment on est capable de remédier à ça d'ailleurs, en tant que, parce que nous-mêmes, le fait que nous là, quelque part, nous avons un rôle même nous à distance, et nous représentons quand même un leader, une élite qui sert à l'étranger, mais qui est capable de voter en pile. On est capable de voter, et bien c'est ça que nous allons essayer. Ouais, déjà, côté dans le système de santé français, comment on le fait, sur qui ça peut le reposer, comment on est capable d'essayer de transposer, pour nous voir comment ça va évoluer. Ici. Merci beaucoup, Dr. Charles. Mais je voulais que nous parlions tout, nous interagir, pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à couper nous si nous voulez
poser en question sur un bagage, si nous voulons tout faire des commentaires par rapport à tout ça que nous allons dire, si il y a un bagage que nous ne pouvons pas comprendre tout. Donc, je vais commencer par le système de santé français. Je vais dire nous qui gens à organiser, qui est-ce qui participait dans, quels sont les acteurs quelles sont les personnes qui font le pilotage de ce système de santé en France. Donc, comme en Haïti, on va d'abord trouver le ministère de la Santé. Donc ça, c'est un point qui est identique avec le système de santé par nous. Bon, on appelle le système quand même, bien que il n'y ait pas un système, mais on va le dire. Donc oui, voilà, mais bon. Mais ça porte le nom de système. Oui, ça s'appelle système, mais voilà. Ça a le mérite d'exister, c'est perfectible, c'est très perfectible, mais on est loin d'être un vrai système. Parce qu'il a dit un système, c'est beaucoup d'éléments qui sont organisés et qui ont un objectif commun. Donc là, quand on voit qu'il n'y a que le ministère d'un côté et d'autres, on est bien loin d'un système. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour continuer avec l'organisation du système de santé français, on a d'abord au niveau national, on a les ministères. Le ministère de la Santé avec des différentes directions, direction générale de l'offre de soins par exemple. Ensuite, au niveau régional, on va avoir ce qu'on appelle les ARS, qui sont les agences régionales de santé. Par exemple, en Île-de-France, il y a l'ARS de l'Île-de-France qui est à Saint-Denis, pas loin. Ensuite, pour chaque région, on va avoir des ARS aussi. Puis, on aura les agences pour établissement de santé. Au début, je vous ai dit que moi, je travaille à l'établissement français du sang. L'établissement français du sang est considéré comme une agence ou un établissement de santé. Il y a aussi l'Agence nationale des médicaments. Vous en avez entendu parler dans le cadre de la COVID, des vaccins. Et il y a aussi la HAS, qu'on appelle la Haute Autorité de Santé, qui est aussi une agence, mais qui est aussi là pour surveiller, pour veiller à tout. Par exemple, pour les vaccins, c'est la HAS qui va faire des recommandations. Pour les médicaments, avant que les médicaments puissent être mis sur le marché, il y a l'ANSM qui doit intervenir. Donc, si nous avons un comparatif déjà sous composition système ça en France avec Bola Kaïnou, est-ce que nous avons dit qui agence, qui établissement qui a représenté équivalent, différent, par exemple, nous sommes parlé là? Mais il n'y a rien. Mais nous, on va la laisser parler et après on va la parole. Oui, mais vous pouvez parce que je veux que ça soit interactif, par exemple, que c'est échange. Par exemple, ce thème-là, au moins, des sujets, vraiment, qu'est-ce qui contrôle les médicaments en Haïti? Par exemple. En Haïti. Excuse-moi. Excuse-moi, madame. Il n'y a rien qui existe en Haïti. Pas de rien. Zéro. Si tu existé, voilà un petit marchand qui a vendu la cycline qui a 10 ans déjà. Alors, vous faites bien de dire ça. Excuse-moi. Vous faites bien de le dire, effectivement. Excuse-moi. Donc, chaque personne aura au moins 2 minutes pour intervenir et faire passer son point de vue. Et là, ici présent. Alors, bonsoir, Madame Mini. Bonsoir, je salue Haïti Télé. Je salue tout le monde qui a regardé Haïti Télé, tous les amis dans le monde entier, spécialement les Haïtiens, et qui suivent Haïti Télé. Dites-moi, votre avis sur ce 4e sommet mondial de la diaspora en Europe? Ben, avis pas moi, comme on était vendredi, comment ça était, malgré vent et marée, Covid, passe sanitaire, nous avons réussi quand même avec un maximum de monde. Donc, et les années passées, peut-être qu'on a parfois petit ratement, mais année ça, pour moi-même, moi trouve que c'est un bagage qui réussit totale. Parce que tout ça, on a fait, on a un échec là-dedans. Mais j'en savais vendredi, et que pour moi-même, c'est un programme qui réussit. Exactement. Exactement. Mon été déplacé, malgré ces vendredis, et travail, pour y entrer, c'était pas évident en France pour mon travail, et puis après pour aller supporter un événement. Je comprends votre point de vue. Alors, on va écouter
écouter. Qu'est-ce que vous pensez de cette démocratie et la réinstallation, c'est le terme essentiel. Dites-moi votre façon, même en créole, et la façon, exprimez-vous à l'aise, c'est une télévision haïtienne. Donc, moi, je ne peux pas dire rien. Je ne peux pas dire rien du tout de la Constitution et de la démocratie haïtienne. Moi, je ne peux pas dire rien parce que je ne suis pas un monde qui fait politique et que moi, je viens supporter sommet et en tant que femme active dans la communauté, côté que M. Edwin toujours vient porter soutien dans des activités que m'a fait. Pas oublier que moi c'est président d'une association qui est l'association Haïti pour l'avenir. Il est toujours bon côté moi dans tout événement m'a fait. Moi été jugé nécessaire en ayant été là dans l'organisation ensemble avec lui. Que je ne suis pas une femme politique et que je ne connais rien de politique et que je ne pas dire rien de la démocratie. Félicitations pour tout ce que vous faites parce que je vois à travers votre association, vous arrivez à réunir beaucoup de personnes. Vous arrivez à les faire travailler ensemble. C'est quoi votre secret? Voilà, c'est simple. Mal la caillou, ou vient la caille moi. Ou fait un bagay, ou vient pour te coller avec. Le m'a fait un bagay, ou vient pour te coller avec. Et le m'a rend un service ou même pour contour ou après me bail tout moi-même. Alors c'est normal, moi-même les m'a fait un bagay, ou inviter un grand monde, ou dit non et que madame Joseph c'est un monde l'a fait, les m'a fait des choses qui compte toujours venir supporter et que moi-même pas capable de supporter. Voilà, en pile monde demande ça, en pile monde dit pour qui ça quand l'aime fait activité et li gen monde qui magie et que bon voilà, c'est la foi et puis persévérance. Imaginez-vous et que moi sorti dans soirée m'a porté la caméra à 5h du matin. C'est pas soirée, c'est soirée un collègue, c'est soirée un partenaire. Voilà, et que c'est bon. C'est pas magie, c'est grâce bon Dieu. Bonsoir Haïti Média TV. Bonsoir. Dites-moi, vous êtes venu ici, votre présence consiste à quoi? Je fais partie du comité d'organisation du sommet. Donc ma présence consiste à veiller à ce que tout se passe bien pour les intervenants et pour les invités aussi que nous avons conviés à cette 4e édition. Et voilà, donc nous nous assurons que les intervenants soient à l'aise et puissent intervenir correctement comme ça a été prévu dans le programme. On a vu que la soirée prestigieuse était bien réussie vendredi. Alors, quel est votre avis là-dessus? C'est super, ça c'était une satisfaction pour nous. Et en fait, notre principale satisfaction, c'est quand les gens qui participent nous disent qu'ils sont satisfaits et que c'était bien organisé. Et ça, c'est là le prix de notre travail. Parce qu'on s'est beaucoup investi, on a beaucoup sacrifié des choses tant dans notre vie privée que notre vie professionnelle pour réaliser pour organiser plutôt cette 4e édition du sommet de la diaspora. Et quand on a le retour que les gens qui ont participé sont satisfaits, et là c'est une grande gratification pour nous. Réinstallation de la constitutionnelle, tout ça, quel est votre avis sur tous ces termes? Bon, les thèmes, il faut qu'on les redéfinisse. Effectivement, si je fais de la politique depuis Haïti et aussi en France, je continue. Et voilà, donc les thèmes sont à redéfinir parce que par rapport à ce qui se passe maintenant en Haïti, nous avons un grand enjeu devant nous de redéfinir tout, de retravailler parce que Haïti, c'est un vaste chantier. C'est un grand chantier où tout doit être fait en même temps. On ne peut pas attendre qu'on termine avec ça pour prendre un autre. Donc il faut que tout se fasse en même temps et qu'on ait des acteurs clés. Comme on dit, l'homme clé à la place qu'il faut. Pour qu'on puisse réaliser tous ces en fait ce sont des vœux, hein. Ce sont des vœux, des bons vœux qu'on appelle à réaliser. Donc nous espérons pouvoir réaliser ces vœux-là en débattant sur ces thèmes. Donc nous pouvons recueillir des propositions, redéfinir les thèmes pour mieux harmoniser nos propositions et probablement peut-être, on l'espère bien, faire un livre blanc pour pouvoir faire des propositions au prochain gouvernement. Et pourquoi pas y participer aussi dans la construction de ce nouveau gouvernement-là.
Qu'est-ce qui vous révolte alors? Est-ce que vous voyez les Haïtiens, la diaspora, les Haïtiens en Haïti, des choses des fois qui ne vont pas bien, qui ne vont pas droit? Ben si, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien et qui ne sont plus droits. Mais de là à dire que je suis... En fait, être révolté, c'est une expression. Mais moi, je n'aime pas dire révolté parce que révolté, ça veut dire que voilà, on est révolté, on va prendre les armes et on va se mettre dans la rue sur le macadam pour manifester, etc. Non, je pense qu'il y a d'autres façons plus pacifiques pour le faire, comme l'organisation de ce sommet. Et puis voilà, donc on peut inviter les acteurs clés de la démocratie qu'on nous a imposée en Haïti à débattre voilà, sur comment peut se faire la démocratie. Moi, à titre personnel, en tant que Marie-Lourdi Chardavoine, à titre personnel, je ne crois pas en une démocratie en Haïti. Je n'y crois pas. Parce qu'on a fait l'expérience là depuis 86, on nous a imposé une démocratie. Je ne dis pas que Haïti n'est pas prêt, n'est pas prête, pardon. Je ne dis pas que Haïti n'est pas prête pour l'instauration de la démocratie. Mais moi, ça n'engage que moi. Je dis que Haïti n'est pas un pays où on peut mettre en place une démocratie. Haïti a besoin de dirigeants, on peut dire des dictateurs progressistes comme dirigeants, mais en Haïti, on ne peut pas instaurer une démocratie en Haïti. On a vu ce que ça a donné là de 86 à 2021. On a vu ce que cette démocratie qu'on nous a imposée, entre guillemets, ce que ça a donné. Voilà, donc on n'a pas encore trouvé le bon leader pour mener le pays là où le pays doit y aller, afin que Haïti redevienne cette perle des Antilles qu'elle a été. Le respect d'une nouvelle constitution, normalement il faut y avoir une nouvelle constitution, mais déjà celle qu'on a n'est pas respectée. On l'a violée plusieurs fois. On l'a violée plusieurs fois, on ne l'a pas respectée plusieurs fois. Donc une nouvelle constitution, certes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit changer, parce que dans tout pays est appelé à amender sa constitution, d'adapter sa constitution à l'époque dans laquelle le pays vit. Donc là, nous sommes en 2021, Haïti est resté stable. Tout est resté, en fait. La vie politique, la vie de chaque Haïtien, chaque Haïtienne a changé, mais les textes de loi sur lesquels, la loi mère, comme on a dit, la constitution qui est la base pour diriger le pays, pour gérer le pays, n'est pas respectée. Donc c'est normal à ce qu'il y ait, on parle de nouvelle constitution dans la mesure où on dénonce ce qui ne va pas dans cette constitution, dans cette constitution actuelle, on dénonce ce qui ne va pas et on fait des propositions. Personnellement, moi j'ai travaillé à l'initiative d'un député, en fait d'un ancien député. J'ai personnellement travaillé sur une proposition pour une nouvelle constitution. Donc avec d'autres, bien sûr, je ne suis pas la seule. Voilà, on était une équipe à travailler sur ça. Donc moi, personnellement, j'ai travaillé dessus parce que je crois que Haïti a besoin de ça. Moi, j'étais avocate pénaliste en Haïti. Voilà, donc j'ai une certaine expérience des choses qui ne vont pas et des choses qui pourront aller et des choses qui vont. Certes, on ne peut pas tout copier sur l'extérieur, sur la France, les États-Unis, le Canada, etc. Mais on peut voir comment est-ce que ça se passe chez eux, prendre tout ce qui est bon et tout ce qui était bien aussi avant en Haïti, de les remettre en place. Par exemple, nous avons l'éducation. Maintenant, on se demande que fait l'école, l'éducation nationale, quel programme que fait l'école. Donc on a des professeurs qui ne sont pas à niveau. Donc les élèves, les étudiants n'en parlons même pas. On a des députés, des sénateurs qui n'arrivent même pas à s'exprimer correctement, alors qu'en Haïti, on a 2 langues officielles, on a le français et le créole. Donc tout le monde devait pouvoir s'exprimer correctement sans même aller à l'école. Sans même aller à l'école en tant que langue maternelle. Donc pour moi, il est d'une évidence claire que Haïti doit avoir une nouvelle constitution pour remettre tout en place, pour remettre Haïti sur les rails.
Pour moi, c'est ça. Un Haïtien dans la diaspora, vous savez, je ne peux pas dire comment devait vivre un Haïtien dans la diaspora. Pourquoi? Parce que chacun a ses propres expériences. Chacun n'est pas là dans le pays qui l'accueille pour les mêmes raisons. Il y a des personnes qui sont là parce que ça a été un regroupement familial qu'elles sont là. Il y en a d'autres qui ont fui la violence. Il y en a d'autres qui ont fui un régime politique. Donc tout le monde n'est pas là pour la même cause. Donc chacun, suivant ce qu'il a vécu, suivant les raisons pour lesquelles il est là, dans ce pays-là, devait pouvoir vivre mieux que la façon dont il vivait en Haïti. Mais je ne peux pas donner des leçons pour dire oui, la diaspora, en fait, les personnes de la diaspora doivent vivre comme ça. Non, c'est pas possible. Qu'on a mal agi envers une personne et de pouvoir retourner vers cette personne-là, soit pour s'excuser, soit pour réparer l'injustice qu'on a faite à la personne. Mais très souvent, ce n'est pas le cas parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu, il y a l'orgueil qui rentre en jeu. Et donc, voilà, on se retrouve avec une perpétuelle injustice. Celui ou celle qui a subi une injustice aura tendance aussi à en faire à d'autres, alors qu'il faudrait qu'il y ait le pardon qui... C'est vrai, Mme Marie nous dit. Que nous prenons pour telle chose. Et médicaments, ça qui côté le sorti dans la pharmacie qui est et en Haïti, pas de ça du tout. Chaque pharmacie, parce que en principe, moi-même, excusez, et bien, vu ma baille. Mais ma baille, situation, comment le développer. Restez une minute. Une minute. Restez une minute. Moi-même, dans l'école, les services d'hygiène, beaucoup de grâce. Dans l'école, elle veut dire que dans toute la règle, prendre le soin sanitaire. Pendant que mon grand monde, pour me blesser. Étant président de cette diaspora. Bon, notre rôle, elle est très simple. C'est de prendre soin des Haïtiens. On se préoccupe de ce qui pourrait arriver aux Haïtiens en France, tel que au point de vue de la justice, quand ils ont des problèmes, hein, on intervient au niveau préfectoral pour eux et dans tous les domaines. Hein, et nous faisons le rapport de ce qui se passe en France directement au MAV, hein, vu que nous sommes sous tutelle du ministère du MAV, des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc nous sommes présents au Canada, en France, aux États-Unis, mais aussi en Haïti. Et donc ce soir, nous sommes venus participer à ces grands événements. Donc, qui concerne tous les Haïtiens, surtout la diaspora, et nous avons tenu à être présents, hein, pour parler avec les responsables et les autres représentants et toute la communauté haïtienne à Paris. Ils sont en train de manger, c'est une première chose. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Non. Pour moi, c'est très bien. Bon, on peut partager un moment ensemble, vivre un peu de notre culture, là, qui est la culture haïtienne. Donc, il y a un repas haïtien, c'est très bien. On aime ça, hein, et ce qui était très bien préparé d'ailleurs. Et donc, nous profitons de ce 4e sommet et aussi pour faire connaissance un peu plus, hein, avec de plus en plus de gens et le maximum d'Haïtiens que possible. Mais écoutez, la situation actuelle en Haïti, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est les conséquences de plusieurs facteurs qui ont mené le pays à ce qu'on vit aujourd'hui, surtout ceux qui vivent en Haïti. Et nous aimerions que les choses changent et nous porterons nos voix au moment opportun afin que les choses changent dans le pays et que les Haïtiens vivent beaucoup mieux, hein, pas comme ils vivent actuellement. C'est vrai qu'on est très attristés en France d'apprendre ces nouvelles, de voir ce qui se passe dans le pays. Nous sommes profondément touchés et nous aimerions, comme tous les Haïtiens, que cela change parce que nous souhaitons un jour retourner chez nous. Combien actuellement il y a d'Haïtiens en France?
Bien, écoutez, au point de vue légal, nous ne pouvons pas répertorier tous les Haïtiens, mais nous savons qu'actuellement en France, il y a une totalité à peu près, on peut dire 120 000 Haïtiens. Ok, c'est très bien. Là, ça justifie bien votre rôle. Écoutez, notre travail à nous, c'est de répondre aux besoins des Haïtiens nécessiteux. Et nous pensons faire beaucoup plus au cours de l'année et l'année prochaine, l'année qui rentre sur nous, là, et faire beaucoup mieux qu'on a pu faire l'année dernière. Cette année, on va s'attaquer directement à intervenir au point de vue judiciaire, comme je vous ai dit au début, dans les divorces où les Haïtiens parfois perdent de procès, où ils sont emprisonnés injustement parce qu'ils ont été mal représentés, parce qu'il y a une certaine absence de nos représentants diplomatiques pour répondre à ces besoins-là. Donc nous, aujourd'hui, indépendamment du gouvernement haïtien, malgré qu'on a un protocole d'accord, nous agissons en ce sens. C'est la réinstallation de la démocratie en Haïti. Que souhaiteriez-vous nous dire sur ce sujet? La démocratie, c'est quelque chose de très vague, c'est grand. Ce qu'il faudrait plutôt parler, je pense qu'on devrait plutôt parler de trouver un consensus au problème haïtien, entre Haïtiens. Et quand je dis entre Haïtiens, ça ne veut pas dire que les étrangers seraient exclus, parce que toutes les idées sont bonnes et toutes les bonnes idées sont le bienvenu des autres pays pour nous accompagner s'il le faut. Mais en premier lieu, tout dépendra de nous, Haïtiens, de ce qu'on verra nous demain pour nos enfants. Le respect d'une nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes pour cette nouvelle constitution? Le changement ne fera jamais de mal et de toute façon, nous sommes amenés à changer les choses parce que les temps évoluent, les années passent, donc forcément, ce qu'on a cru bon hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et pourquoi pas essayer une nouvelle constitution? Et d'ailleurs, une nouvelle constitution, c'est très bien pour la diaspora. Et enfin, j'aime pas trop utiliser le mot diaspora, je préfère plutôt dire les expatriés haïtiens. Ce serait une très bonne chose parce que nous avons quand même des enfants, nous sommes là depuis longtemps. Pour certains, 40 ans, ils ont des enfants qui sont nés là, qui ne connaissent pas encore le pays, donc qui ont l'habitude d'un autre système. Donc il faudrait que les choses changent en Haïti. Ce n'est pas seulement que la démocratie. La démocratie, c'est vraiment un grand mot. Je pense qu'il y a des besoins nécessaires à régler avant de parler de démocratie concrètement, si on prend exemple sur la France ou d'autres pays européens ou occidentaux même. Moi, ce qui me révolte, c'est surtout au point de vue de nos chancelleries, les Haïtiens qui peinent à avoir leur passeport. Pour certaines personnes, il y a des gens qui ont même fait des demandes depuis 1 an qui n'ont pas encore leur passeport. Donc on comprend toutes ces complications au niveau préfectoral. Parce qu'au moment du renouvellement de la carte de séjour, il faut un passeport valide. Bon, Haïti n'est pas toujours en capacité de le fournir tout de suite. Ça pose un problème. Et pour nous, il est nécessaire que le gouvernement agisse sur ce point et s'il le faut, prendre de l'aide auprès de la population haïtienne et de la communauté haïtienne dans le monde pour les aider. Même si c'est un bénévolat, afin que les choses arrivent, s'ils sont débordés par le travail. Mais on ne peut pas laisser les Haïtiens dans cette situation. C'est très difficile. Vous savez que les Haïtiens ne sont même pas fabriqués en Haïti, ils sont fabriqués à Saint-Domingue. Et des fois, dans d'autres pays plus loin. Nous, on a nos investigations. C'est pour ça que... Non. Le monde est un village aujourd'hui. Ce n'est pas trop un problème pour moi, le fait que le passeport ne soit pas fait en Haïti, qu'il soit fait ailleurs. Parce que, bon, si on prend exemple sur le marché, tant qu'Haïtien, même si je fabriquais les passeports, s'il y a un pays qui le fait moins cher, pourquoi pas y aller? Mais ce qui serait nécessaire pour les Haïtiens, c'est que les passeports puissent être fabriqués en France et dans tous les pays où vivent des Haïtiens, afin que ça raccourcit le temps d'attente et de délai d'un passeport. Ce soir, c'est vrai, cette grande assise entre les Haïtiens pour parler un peu. Est-ce que vous êtes content? Oui, je suis content. On est toujours content quand on voit nos compatriotes ensemble et ça fait plaisir. Donc, nous, on va pas prier, on va toujours faire en sorte qu'on puisse continuer ainsi, comme toutes les communautés qui existent dans le monde. Est-ce que vous pensez un jour Haïti se relèvera?
Haïti n'a pas de problème de se relever, parce que si se relever correspond à voir Haïti beau avec des immeubles, ça c'est du matériel, c'est une question d'investissement. Maintenant, il faut que nous puissions garantir de la sécurité et la confiance aux apporteurs d'affaires, aux acteurs économiques, afin qu'ils viennent s'installer en Haïti et pour qu'on puisse voir ce changement. Pourquoi il y a une division qui est continuelle? C'est pas facile parce que c'est beaucoup plus profond que ça, le problème haïtien, parce que il faut comprendre que Haïti, c'est un pays qui est constitué de plusieurs nations, des différentes races. Donc, il nous faut encore beaucoup de temps pour avancer afin de se constituer en État-nation, qu'on se sente tous haïtiens à part entière, parce qu'au départ, nous sommes quand même une multiplication de plusieurs entités qui vivent ensemble. On est encore jeunes, afin que nous fassions un seul, que nous ayons une pensée unique, au moins du point de vue d'Haïti, je veux dire. Des solutions, il n'y en a pas, mais je pense que les expatriés haïtiens ont un rôle à jouer dans tout ça, puisque et étant habitués à d'autres systèmes, ils pourraient se mettre ensemble, expliquer à ceux du pays, commencer par la famille, comment les choses devraient marcher, surtout comment les choses marchent ailleurs. Parce que c'est pas parce que ça marche en France que ça marche forcément en Haïti, parce que chaque pays a vu selon... Moi, je pense qu'il serait important que le gouvernement haïtien pense à un retour massif de la diaspora. Pour cela, il faudrait qu'ils ouvrent le pays et qu'ils viennent plus vers nous et qu'ils nous écoutent un peu plus, quoi. Merci mille fois, Monsieur Jean, pour votre coopération et puis pour ces quelques mots de suggestion qui pourraient peut-être aider. Logique, beaucoup de choses. Non, il y a... Non, non, on met noté ça, n'a tourné sur ça. Quel est votre avis, cet 4e sommet mondial? Bon, pas grand-chose. Je crois que tous les acteurs politiques sont là. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Donc, je suis là pour supporter les gens qui organisent le 4e sommet, comme on a dit. Mais politiquement, je peux dire quelque chose de Haïti. Mais concernant le sommet, je suis là juste pour supporter, pour participer. Et voilà. Et puis, avec tous ces gens, ce sont des compatriotes que je connais. Donc, je suis là pour les supporter. Eh bien, la souveraineté, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose qu'on crée. C'est quelque chose qui doit être dans soi-même. En tant qu'Haïtien, c'est à toi-même de créer la souveraineté. Cela veut dire que la souveraineté, c'est pas comme on dit, c'est pas un immeuble, c'est pas un métier. C'est quelque chose qu'on doit créer, ça sort depuis à l'école. C'est la façon qu'on doit éduquer nos enfants. Aujourd'hui, on perd ce qu'on appelle le patriotisme. Ça n'existait plus. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de la souveraineté pendant ces temps que les gens ne pensent qu'à leur tête, tu vois. Les politiciens pensent qu'à leur famille, qu'à leurs enfants, avec leurs amis. Donc ça c'est pas la souveraineté. La souveraineté, c'est pour... Alors, regarde, avec on veut une nouvelle constitution. Pas vrai? On veut une nouvelle constitution. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut déjà? On veut s'initier les gens de la diaspora comme qu'ils ont tous leurs droits de participer dans les activités en Haïti. Par exemple, activités politiques. Mais là, on veut créer la souveraineté. La souveraineté, c'est comme si... Il faut qu'on évite des traites. On évite on évite des personnes, par exemple, on évite... on ne peut pas dire comme si on évite les étrangers. Mais il y a des choses, quand même, qu'on peut limiter aux étrangers. Mais quand on veut, par exemple, toi aujourd'hui, tu es français, tu as changé de la nationalité, mais tu veux être président en même temps d'Haïti, tu veux être tout faire d'Haïti, et tu parles encore de la souveraineté? Tu parles de quelle souveraineté? La diaspora, il parle il raconte n'importe quoi. C'est quoi la souveraineté? La souveraineté déjà, c'est des conditions qu'on doit gérer les pays, les affaires du pays doivent rester à l'intérieur du pays, tu vois? Mais on ne peut pas dire déjà, on veut prendre les étrangers pour tout faire en Haïti et puis on parle de souveraineté.
De quelle souveraineté qu'on veut parler? On veut déjà, dans la nouvelle constitution, que les Haïtiens de l'extérieur, voilà, participent comme tous les Haïtiens qui sont en Haïti. C'est quoi la souveraineté? On parle de quelle souveraineté? C'est un problème que tout le monde le connaît actuellement en Haïti. C'est un problème, c'est le problème des Haïtiens depuis, je peux dire depuis 60 ans, c'est le problème des Haïtiens. Au jour d'aujourd'hui, il y a personne n'est responsable. Donc, l'administration même, ça n'existait pas en Haïti. Toute l'administration haïtienne, parce que tu arrives dans une clinique privée, qu'est-ce que tu vois? C'est presque la même chose qui se passe à l'hôpital général. Donc les gens ne font rien. Les poubelles, ils vivent avec les poubelles, ils vivent avec les malpropriétés, tu vois. Personne n'est responsable. La personne est responsable, l'administrateur de l'hôpital, il ne fait rien. Il ne s'occupe pas de l'hôpital vraiment. Ils ne font rien, ils passent de l'hôpital. Ils parlent de l'État. Il est dans le paquet. Ils ne font rien. Ils parlent de l'État. C'est-à-dire que là où il est, il ne gère pas. Il n'y a personne qui passe des ordres en Haïti. C'est un État foutu. Voilà. Merci. Monsieur Verne, bonjour et bonsoir aux téléspectateurs d'Haïti Média Télé et de Clin d'œil TV. Donc effectivement, on a réalisé ce grand sommet, donc la 4e édition et surtout le gala d'ouverture à Argenteuil. Oui, c'est un événement réussi. Pourquoi réussi? Parce qu'il y avait tous les ingrédients. Et en matière de faire, nous, on n'a pas la science infuse, mais quand bien même, on a je dirais plutôt, on a une façon d'organiser les choses. Donc on veut toujours aller à la hauteur parce qu'on doit présenter Haïti autrement. Le plus souvent, on présente Haïti comme un pays, c'est comme si on fait n'importe quoi. Mais nous autres, on ne peut pas se permettre d'organiser un dîner ou bien d'organiser une activité sans qu'on ne prenne pas en compte les spécificités de la chose. Donc c'est pour cela, ce gala qui a été organisé vendredi dernier, ça a été une réussite pour nous parce que donc, le public concerné, c'est-à-dire la crème des crèmes qu'on voulait y être, disons, elle était là. Et maintenant, on est parti sur le 2e jour. C'est un peu timoré parce que la température, la météo n'est pas au rendez-vous. Donc, est-ce que cela a freiné les gens? C'est pourquoi ils ne sont pas venus en nombre comme on s'y attendait. Mais comme d'habitude, l'organisation, elle est là. On attend les gens. Le format, il est là. Il y a tout un programme. Mais on tient quand même à continuer avec le programme. Et là, actuellement, on va y avoir ce qu'on appelle un atelier avec 2 médecins haïtiens qui fonctionnent, qui sont ici en France, qui s'installent et qui travaillent dans le milieu français. Et ça, c'est important parce que quand on organise le sommet de la diaspora, c'est pour montrer la potentialité des Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Mais quand on a 2 médecins, quand on a des avocats, quand on a des juristes, quand on a des techniciens qui fonctionnent ici en France et qui sont des Haïtiens, c'est important qu'on les mette en avant, qu'on ne montre pas tout le temps, ce sont les gangs, ce sont les voyous, qu'on monte à la télé, qu'on fasse de la pub. Non, nous, on n'est pas comme ça. On veut tout simplement montrer l'essentiel d'Haïti. Mais l'essentiel d'Haïti, c'est surtout dans les enfants d'Haïti qui évoluent un peu partout à l'étranger ou en Haïti, mais des enfants qui proposent quelque chose de différent. Et c'est ça que nous, avec le sommet de la diaspora, nous essayons de démontrer et de projeter pour au moins changer l'avenir d'Haïti. Constitution. Oui, effectivement, c'est un sujet qui fait débat. Oui, parce qu'il y en a, on a vu avec l'ancien président, défunt. C'est dommage qu'on parle d'un ancien président défunt et qui était en exercice, son Excellence M. Jovenel Moïse. C'est quelqu'un qui voulait de toute façon qu'Haïti puisse évoluer. Mais pour qu'Haïti puisse évoluer, on a des freins. Et ces freins, c'est surtout la Constitution. On a une Constitution qui n'est pas respectée. On a une Constitution où on a du mal à avancer avec. Eh bien, lui, il avait proposé plutôt qu'on change de Constitution. Oui, on pourrait, si c'était possible, de proroger ou bien d'amender la Constitution, mais on n'a pas de Parlement. Mais la seule façon de faire quelque chose avec cette Constitution, c'était plutôt de proposer un référendum à la nation. Et moi, j'y adhérais. Et malheureusement, le président, il est mort. Donc nous, dans ce processus de sommet de la diaspora, puisqu'on est une entité qui veut effectivement qu'Haïti puisse avancer, donc on s'est dit, on doit mettre la Constitution en avant dans cette édition de sommet de la diaspora
Et aujourd'hui, effectivement, on parle de la réinstauration de la démocratie parce que là, c'est un thème qui fait débat. Les Haïtiens, quand on leur parle de démocratie, ils se disent tous démocrates. Mais quand on regarde bien, est-ce qu'ils sont vraiment des démocrates? Non. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour la démocratie? Non. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on s'était réunis avec le staff et puis on se dit, effectivement, on va mettre ce sujet sur le tapis et c'est ce sujet qui va être le thème de référence de ce sommet de la diaspora, donc la réinstauration de la démocratie et la restauration de la démocratie et de la souveraineté dans le respect d'une nouvelle constitution. Oui, il nous faut une nouvelle constitution pour Haïti. Sans une nouvelle constitution respectée par tout un chacun, le pays ne va nulle part. Il y a beaucoup de personnalités qui sont venues là, qui m'ont dit qu'eux, ils ne croient pas, mais ils croient surtout à une consensus pour que les Haïtiens, pour que ça avance. Il vaut mieux trouver une consensus. D'après vous, c'est quoi la différence entre consensus? Non, moi je ne suis pas du tout pour un consensus. Pourquoi? Je veux bien un consensus entre nous, mais on sait bien qu'on est vraiment têtus. Les Haïtiens sont têtus. Moi je dis clairement, on ne veut pas le vivre ensemble. L'Haïtien ne veut pas vivre. Regardez, on a le sommet de la diaspora, on a fait appel à tout un chacun, mais après on peut se demander où ils sont. Alors que le sommet de la diaspora, c'est le sommet de tous les Haïtiens qui vivent soit en Haïti ou dans la diaspora. Parce que, n'oubliez pas, moi c'est ce que j'ai dit tout le temps, l'Haïtien, il est diaspora 2 fois. On est sur une terre, on nous a ramenés en Haïti, mais ce n'était pas notre terre de naissance. C'est-à-dire on nous a ramenés, on est comme des déportés en Haïti. Même étant de là-bas, on nous a déportés une fois de plus, on se retrouve encore une fois à l'étranger. Donc comme nous, ceux qui sont à l'étranger, ils sont diaspora 2 fois. Et ceux qui sont en Haïti, ils sont diaspora une fois. Bon, c'est pour ça que ce pays, les gens, on a du mal à se mettre ensemble, on a du mal à se mettre d'accord sur un sujet, sur un processus de consensus, comme on est en train de discuter de cela. Eh bien, moi, je dis tout simplement, il faut avancer. C'est ça le sommet de la diaspora. Le sommet de la diaspora, ce n'est pas un sommet qui attend la quantité. C'est un sommet qui travaille sur la qualité. Donc on essaye de décortiquer, on essaye de trouver par-ci par-là des personnes qui croient vraiment au développement et à l'épanouissement d'Haïti. Et je dis que c'est avec ces personnes qu'il faut avancer. Et si elles veulent, ces personnes-là, si elles veulent définitivement que Haïti puisse être décollé et en même temps s'ouvrir sur la prospérité, sur l'égalité, sur la vraie démocratie qu'on cherche, eh bien, il faut apprendre à s'asseoir avec ceux qui pensent Haïti, même si on a des divergences, mais si on pense pays, on pense Haïti, bien nous, au niveau du sommet de la diaspora, c'est ce qu'on essaie de rechercher pour essayer ensemble d'aller sur un même pied d'égalité, mais un pied d'égalité qui va prendre en compte Haïti en général. Je tiens à vous féliciter et puis à vous remercier. On voit ce que vous avez fait dans l'organisation. Vous avez mis toutes les presses haïtiennes qui auraient pu venir, qui ne sont pas là, tout ça. Et puis je tiens à vous féliciter pour la façon dont vous travaillez sur H-Live Télévision aussi, qui permet de vous interviewer toutes les personnes sans discrimination. D'où vous trouvez cette sagesse pour unir les gens? Bon, peut-être c'est le nom. Parce que Haïti, c'est la terre d'accueil. Parce que quand on s'appelle d'Haïti, malheureusement pour moi, ou bien heureusement pour moi, je porte le nom du pays. Haïti, c'est une terre d'accueil. Moi, j'ai cette faculté de s'asseoir avec tout le monde, même si on a des divergences. Peut-être en privé, je peux tout simplement décider de ne pas m'accorder avec quelqu'un, parce que ça de la sphère privée. Parce que la sphère privée, c'est personnel. Mais quand on parle de pays, le pays, il ne m'appartient pas seulement. Le pays nous appartient. Donc, c'est un devoir pour moi et pour tout un chacun de s'asseoir ensemble et de trouver une vraie solution ou bien un semblant de solution pour au moins faire avancer la chose. C'est ça, cette sagesse. Après, ce que je fais chez moi, ça reste chez moi parce que c'est la sphère personnelle. Mais quand on parle d'Haïti, moi, je trouve que c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est un endroit, c'est une terre partagée. Donc, là où, comme on parle de démocratie, là où comme là où mon doigt a ses limites, c'est là où le doigt de l'autre commence. Donc c'est ça, personnellement pour moi. Quand on me parle de vivre ensemble, est-ce qu'il y a une sagesse entre Edwin d'Haïti, puisque Edwin d'Haïti accepte de parler avec tout le monde? Oui, j'accepte de parler avec tout le monde, mais dans l'intérêt d'Haïti.
Après, ce que j'ai fait chez moi, peut-être je peux ne pas accepter d'inviter quelqu'un chez moi parce que c'est chez moi, je suis maître de chez moi. Mais Haïti, c'est pour nous. Mais malheureusement, c'est cette faculté que n'ont pas nos différents compatriotes ou bien la plupart de nos compatriotes. C'est-à-dire les gens essaient de tout mélanger. Si la personne a un différent avec vous au niveau privé, eh bien, elle amène ce différent-là dans la sphère publique. C'est-à-dire que la personne peut décider d'être votre ennemi par le seul fait qu'on a un différent sur un sujet, on a un différent sur un débat, et bien la personne a décidé tout simplement de vous mettre de côté, de vous mettre à l'écart. C'est comme si cette Haïti-là, elle appartient tout simplement à un groupe de personnes, mais vous, ça ne vous c'est pas à vous. Donc c'est cette partie ou c'est cette entité-là qui détient la science infuse sur Haïti, alors que vous n'êtes qu'assisté, et c'est ce qu'on fait avec la diaspora. Ceux qui sont là-bas, ils considèrent que ceux qui sont à l'étranger, ben, ils n'ont rien à cirer d'Haïti. Donc c'est à eux de décider pour eux. Alors que cette Haïti, c'est comme si cette Haïti ne leur appartient pas. Donc moi, je trouve qu'il faut trouver l'équilibre des choses. L'équilibre des choses, c'est quoi? Il faut une Haïti partagée, parce que Haïti, c'est la mère de tous les Haïtiens, mais c'est à l'ensemble des Haïtiens de se mettre ensemble pour sortir le pays dans le fin fond du néant qu'il se trouve, pour le ramener au sommet. Parce que Haïti, comme on le sait, Haïti c'est la mère de la liberté, c'est la mère de la démocratie. Donc on a un devoir en tant que compatriotes et en tant que Haïtiens pour continuer à pérenniser ce rêve de nos ancêtres, parce que Haïti, aujourd'hui, on devait être la référence partout où on était. Pour les Haïtiens, mais est-ce que vous aimez la France et Haïti? Il faut qu'on trouve l'équilibre encore, c'est ce que je dis. Regardez l'Allemagne et la France. L'Allemagne a colonisé la France. Mais aujourd'hui, en Europe, la France ne peut pas décider sans l'Allemagne. Oui, alors la seule différence, nous autres Haïtiens, on a une fierté. Donc une fierté qui nous dépasse. C'est-à-dire on reste toujours dans le passé, oui, parce qu'on a vécu la France, mais ça reste comme si l'histoire elle est figée. Non, l'histoire n'est pas figée. Oui, on a vaincu la France, mais la France a continué d'exister, mais la France a continué d'évoluer. Mais est-ce que Haïti a continué d'évoluer? Non. Nous, on reste encore en 1804. Après, moi, je ne dirais pas qu'on fait marche arrière, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour. C'est-à-dire qu'on est sur une autoroute, au lieu d'avancer ou bien de reculer, Haïti ne recule plus. Donc, on fait demi-tour sur une autoroute, on marche à sens contraire sur l'autoroute. Donc, on n'arrive même pas à rattraper nos passés parce qu'on est en sens inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, j'aime la France, parce que la France, je considère la France comme mon père, Haïti comme ma mère. Donc le jour où j'entends pas mal de compatriotes, si on n'aime pas la France, comme disait l'ancien président François Sarkozy, si on n'aime pas la France, on la quitte. Si on n'aime pas la France, on la quitte. Si on n'aime pas Haïti, on la quitte. Et on peut même se poser cette question, est-ce que les Haïtiens qui laissent Haïti, est-ce qu'ils aiment Haïti? C'est pas ça le débat. Mais les Français ont combattu pour sauver la France. Mais nous autres Haïtiens, qu'est-ce qu'on fait? C'est cette bataille que je mène dans la diaspora. Je veux bien que Haïti sorte là où elle est. Mais pour y arriver, c'est à tout un chacun de se mettre ensemble. C'est à chacun de mener son combat et de faire ce combat, un combat unique pour qu'on puisse de toute façon arriver à surmonter nos démons. Après qu'ils ont parlé, ils ont dit beaucoup de choses sur leurs organisations. J'ai bien voulu savoir leur bon sens en posant une seule question. Est-ce qu'ils aiment la France? Est-ce que vous aimez la France? Ben oui, j'aime bien la France, parce que la France m'a accueilli avec mes enfants. Alors à nos jours, je suis là et j'ai aucun souci. Au contraire, elle m'a appris beaucoup et que moi dégager pour moi adapter coutume non et puis culture là, et que pas dit que me pas aimer la caille moi, mais la France bam en pile opportunité pour moi vivre bien quoi. Est-ce que vous aimez la France? Ah oui, je ne peux pas dire que j'aime pas la France. La France, c'est ma deuxième patrie aujourd'hui. Il faut être réaliste. Si j'aime pas la France, eh ben je la quitte. Alors, le problème, la quitter pour quel pays? Si je la quitte, c'était pour Haïti. Ça aurait été pour Haïti. Il se trouve que là, je ne peux pas rentrer en Haïti. Parce que c'est dangereux d'aller en Haïti. Par contre, ce qu'on peut faire en revanche, c'est me battre pour que je puisse y aller quand je peux et pour que les autres Haïtiens comme moi, voilà. Est-ce que vous aimez la France? Parce qu'actuellement, vous êtes en France. Oui, j'adore la France.
J'adore la France parce que la France, c'est un pays qui m'a accueilli quand j'avais des difficultés, quand j'avais besoin d'une patrie. La France m'a accueilli, la France m'a adopté et moi, j'ai aussi adopté la France. La France et Haïti, il faut qu'on trouve l'équilibre encore, c'est ce que je dis. Regardez l'Allemagne et la France. L'Allemagne a colonisé la France. Mais aujourd'hui, en Europe, la France ne peut pas décider sans l'Allemagne. Dites-moi, vous étiez en Haïti, maintenant vous êtes revenu en France. Est-ce que vous aimez la France? Moi, si je suis en France, oui, j'aime la France. Avec les limites que je dois aimer la France. Voilà, oui, j'aime la France. Et qu'est-ce que tu veux dire encore? Est-ce que j'aime Haïti aussi? Oui, j'aime Haïti et c'est mon pays. Donc voilà, si on est dans un territoire étranger, c'est normal qu'on l'aime, sinon on ne devrait pas être là. Mais je ne veux pas dire j'aime la France plus que mon pays, j'aime la France plus qu'Haïti. Merci beaucoup, M. Venn, et merci encore aux téléspectateurs de Clin d'œil TV. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi. Et encore, je vous remercie surtout pour votre collaboration, pour votre participation avec nous. Parce que le sommet de la diaspora, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de toute une communauté, c'est l'affaire de tout Haïti, c'est l'affaire de tous les Haïtiens. J'espère que vous avez compris tous ces avis politiques. Mais moi, j'ai bien compris que la stabilité d'Haïti viendrait un jour d'un expatrié d'Europe ou des États-Unis. Je vous dis merci et à très bientôt.